nous allons aborder un sujet très important. Il y a 90 ans, nous n'avions pas la capacité, quand je dis nous, tels les êtres humains, n'avions pas la capacité de détruire la planète. Actuellement, nous avons cette capacité. C'est une grande première dans l'histoire du monde. Et pas seulement dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'une espèce vivant sur la Terre a la capacité de la détruire. De détruire toutes les autres formes de vie, de se détruire elle-même, et voire de détruire la planète elle-même. De ce point de vue-là, nous vivons donc un moment historique depuis quelques décennies, c'est-à-dire un laps de temps très très court sur l'histoire de l'humanité. Et quand on le rapporte à l'histoire de la planète Terre qui a 4,5 milliards d'années, il faut bien prendre conscience que nous sommes entrés vraiment dans une nouvelle ère depuis quelques années. La recherche d'armes de plus en plus performantes, c'est-à-dire précises et destructives, n'a cessé de se faire par toutes les grandes puissances, et pas seulement elles. Ce qui nous a amenés vers l'évolution d'armes sophistiquées, des armes chimiques, et sans doute la pire de tous, les armes nucléaires. Nombre d'éminents scientifiques européens et américains ont été associés d'ailleurs au projet de la bombe atomique, à l'époque, avant 1945. Il faut savoir que plus de 130 000 personnes ont été employées pour cela. C'est-à-dire que c'est le plus grand projet scientifique jamais réalisé au niveau mondial. Comprenez, le plus grand projet scientifique a été de trouver une arme nucléaire, donc capable de destruction massive. Il y a eu une évolution dans l'armement, car avec le temps, on a utilisé des armes de plus en plus sophistiquées. Et puis on a franchi un cap. Parce que, avant, les armes pouvaient détruire, même de façon très conséquente, mais ça n'a pas de commune mesure avec l'arme nucléaire. Pas de commune mesure. Par sa puissance destructrice et sa capacité à annihiler toute forme de vie. Il faut savoir qu'il y a une chaleur qui est dégagée quand il y a cette explosion de plusieurs milliers de degrés. C'est proprement apocalyptique. C'est comme si qu'avant nous faisions appel à des démons et que là nous avons fait appel au diable lui-même. Et beaucoup de scientifiques, et notamment ceux qui ont participé à ce projet, ont eu ce sentiment profond. Et c'est pour ça que parmi les plus éminents, ils n'ont pas poursuivi ensuite cette folle course, parce qu'on ne s'est pas arrêté à cela. L'utilisation de l'arme nucléaire par 2 fois, en 1945, à Nagasaki et à Hiroshima, ont bien montré que l'être humain, dirigé par son ego, ne tire aucune leçon du passé. Il recommence les mêmes erreurs et peut le faire jusqu'à sa propre destruction. Que s'est-il passé? Cette bombe nucléaire a montré aux Japonais que les Américains pouvaient détruire tout leur pays en rien de temps. Ce qui s'est passé à Nagasaki et Hiroshima, il faut bien comprendre, c'est qu'à l'instant cette bombe a été jetée. 70 000 personnes sont mortes instantanément. Et quelque temps après, il y en a eu 3 fois plus. Sans compter la destruction totale de la nature, de tout cela. C'est une ville qui est rasée en rien de temps. Et depuis, on a fait des progrès, entre guillemets, dans cette puissance destructrice.
Le 29 août 1949, car ça s'est passé en 1945, les soviétiques font exploser leur propre bombe A, au plutonium. Donc les Américains ne sont plus les seuls à détenir l'arme atomique. Et d'ailleurs, il s'ensuit cette course à l'arsenal nucléaire. Donc, c'est un engagement vers cette folie destructrice. Et que se passe-t-il? Les États-Unis décident d'aller plus loin pour mettre au point la bombe à fusion nucléaire. Celle qu'on appelle la bombe H. La première bombe H verra le jour le 1er novembre 1952. Elle est 1000 fois plus puissante que les premières bombes A. 1000 fois plus puissante. Et c'était en 1952. Sa capacité destructrice dépasse de loin toutes les estimations des scientifiques. Il faut bien comprendre que les bombes nucléaires sont les engins les plus destructeurs qui existent. Les modèles actuels ont des puissances 8 à 40 fois supérieures à celles des bombes qu'on appelait Little Boy et Fat Man qui dévastèrent Hiroshima et Nagasaki en 1945. On est donc maintenant dans une situation où plusieurs pays possèdent l'arme atomique. La France, pas encore, c'est en 1968. Mais l'URSS, oui. Et en 1962, on a frôlé la guerre nucléaire. Frôlé. Car cette fois, les deux pays, les États-Unis et l'URSS, possèdent cette arme nucléaire. Cela s'est passé au large de Cuba. Et pendant longtemps, on a caché les dessous de cette histoire. On les connaît aujourd'hui. Tout a été révélé. On sait que l'ordre a été donné, un officier qui était donc dans un sous-marin, un officier russe. L'ordre a été de tirer. Il n'avait pas la possibilité de communiquer avec ses responsables. À l'époque, la technologie ne le permettait pas. Et il y a eu un moment charnière, car il a refusé d'exécuter cet ordre. Il a subi une pression énorme pour cela. Il a refusé quand même, car il avait l'intuition, c'est ce qu'il a dit après, qu'il y avait une erreur, que les Américains n'avaient pas lancé cette attaque. Mais c'était très difficile. Et donc on a frôlé la guerre nucléaire, car s'il l'avait fait, il y aurait eu une réponse nucléaire des Américains. Et peut-être que beaucoup d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui pour en parler. Ce qu'il faut retenir, toutes les armes créées par l'homme ont été utilisées sans exception, aucune. Quant à l'arme nucléaire, elle a déjà été utilisée plusieurs fois. L'arme dissuasive, car on dit que le nucléaire est une arme dissuasive. C'est une doctrine, pas une réalité. Il faut bien faire le distinguo. C'est une doctrine pour certaines nations, mais ce n'est pas une réalité intangible. Et tout le monde ne partage pas cette doctrine. D'abord, l'accident ne peut être exclu. On le voit bien. L'accident, il y a plusieurs façons d'envisager ça. On voit bien avec les événements en Ukraine, les bombardements à proximité d'une centrale nucléaire. Alors, ce n'est pas le déclenchement d'une arme nucléaire, mais c'est la menace quand même d'une déflagration nucléaire et toutes les conséquences qu'il y a derrière. De notre côté, il faut bien comprendre que ce qui se produit actuellement paraissait totalement improbable, parce qu'il existe une charte ratifiée par tous les pays qui disent qu'en cas de guerre, ça ne peut pas se produire. En cas de guerre, il ne se passe rien à côté d'une centrale nucléaire, etc. Ce n'est pas respecté. Donc ça montre bien que toutes les lignes qu'on peut mettre, blanches, rouges, comme on veut, on peut les transgresser. On en a une preuve en ce moment. Autre chose aussi, c'est que, quand je parlais de doctrine, cela repose sur des êtres humains, généralement des hommes. Ils ne sont pas infaillibles. On voit bien par le comportement de beaucoup de chefs d'État, que ce soit actuel ou par le passé, que certains comportements
peuvent relever de la psychiatrie. Il y a des comportements qui interrogent lourdement. Donc, dans quelle mesure pouvons avoir-nous la certitude que cela ne se produirait pas, même si on a mis des procédures qui sont censées éviter cela, mais on voit bien que le fait qu'il y ait une chaîne de responsabilité n'empêche pas qu'un homme peut faire sauter tout cela, quelqu'un qui a le pouvoir, et s'arroger finalement cet ultime pouvoir. Et quand on regarde le fonctionnement de pas mal de nos dirigeants passés et actuels, on voit bien que dire que cela est impossible, c'est vraiment faire preuve de plus que de l'optimisme. Donc, il faut être prudent. Mais il y a encore autre chose. Comme je disais, les réactions de l'ego sont imprévisibles. Elles peuvent amener à prendre des décisions complètement folles. Ça aussi, il faut tenir compte de cela. L'ego peut nous amener à faire n'importe quoi en réalité, même si a priori on ne souffre pas d'une pathologie psychiatrique. Mais par réaction d'ego, c'est possible de le faire. Et on trouvera toutes sortes d'excuses. On pourra se mettre dans la situation de dire « l'autre ne nous a pas laissé le choix ». Il a fallu qu'on fasse ainsi. Donc, l'ego est capable de tout. Quand on entend le discours des uns et des autres, on comprend bien que l'ego peut raconter tout ce qu'il veut, n'importe quoi. Donc, tout est possible. Mais peut-être que le plus grave est ailleurs encore. Le plus grave, c'est que une nouvelle donne qui n'avait jamais été envisagée et qui pour autant est vraiment d'actualité, c'est le fanatisme religieux. En 2001, Oussama Ben Laden a lancé une opération qui semblait totalement improbable, attaquer les États-Unis chez eux. Tout le monde connaît cette histoire. Beaucoup l'ont vécu en direct, en voyant les images, quelque chose qui semblait totalement improbable. La destruction, World Trade Center, etc. Mais qu'y a-t-il derrière cela? Oussama Ben Laden n'était pas quelqu'un de stupide. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il avait raison de faire cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'était pas bête. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a pris cette décision, il savait qu'il allait mourir. Il n'a pas pris cette décision en se disant « maintenant j'ai accompli mon devoir et je vais me retirer tranquillement dans les montagnes d'Afghanistan pour passer une retraite tranquille ». Et pas ça. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que même s'il allait sur la Lune, les Américains viendraient le chercher et le tueraient. Donc cela fait une énorme différence, car beaucoup, aujourd'hui, de dirigeants ne sont pas prêts à mourir. Ils sont prêts à sacrifier des milliers de personnes, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Ça, ils peuvent le faire. Mais ils ne sont pas prêts à sacrifier leur vie, pour certains. Mais le fanatisme religieux, c'est autre chose. On peut même en rêver. Et donc, il faut bien comprendre que des gens ont commis des attentats. Et tout cela, on ne l'attendait pas à une certaine époque. Même en France, les attentats, on le sait, du Bataclan, etc. Et on s'est rendu compte que des gens, non seulement étaient prêts, mais voulaient cela, voulaient mourir pour eux en martyrs, en tuant des mécréants, etc. Pour eux, c'est leur vision des choses. Et c'est ce qu'a fait Ben Laden. Donc comprenez bien, il a fomenté un attentat extrêmement grave. Pour lui, il avait ses raisons. Et il savait qu'au moment où il faisait ça, il signait son acte de mort. Il était conscient. Quel que soit où il se cachait, je vous dis, sur la planète, il savait que les Américains, plus grande puissance mondiale, ils allaient mettre tous les moyens, ils le retrouveraient, ils le tueraient. Donc c'était quelque chose de réglé. Donc dès lors que vous avez des personnes qui sont prêtes à mourir, comprenez bien que s'il avait la possibilité à cette époque d'envoyer une bombe nucléaire, il l'aurait fait.
Qui nous dit que ça n'arrivera pas bientôt? On voit ce qui se passe en Afghanistan, etc. C'est-à-dire des religieux qui peuvent, quand je dis des religieux en plus fondamentalistes, être au pouvoir. Cela veut donc dire que le jour où des fanatiques religieux ont accès à cette puissance nucléaire, pour eux, ils l'utiliseront sans hésiter. Il nous faut dire les choses clairement, parce que des fois, sous prétexte de ne pas faire peur, on nie la réalité et souvent même la probabilité. La réalité, c'est qu'il y a un arsenal nucléaire dans le monde qui permet de détruire toute forme de vie sur Terre et même plusieurs fois la planète. Ce sont des faits. Tout le monde peut le vérifier. Et c'est une réalité historique qui nous concerne finalement depuis quelques années seulement. Une autre réalité, c'est que nous avons déjà utilisé l'arme nucléaire. Là aussi, ce sont des faits. On croyait aussi que l'Europe était à l'abri d'une nouvelle guerre. On s'est trompé. Là aussi, c'est un fait. L'être humain a un comportement qu'on pourrait qualifier de dangereux virus pour la planète. Comme il émane de la planète, on pourrait parler d'une cellule cancéreuse. En fait, il se développe, il détruit son environnement, il se détruit lui-même, et au final, si on ne l'arrête pas, sa capacité, c'est de détruire l'hôte qui l'héberge, c'est-à-dire la planète. C'est ce que nous faisons, et compte tenu de tout ce que nous voyons et de ce qui se passe, alors il est très probable d'en arriver à cette extrémité. Alors maintenant, y a-t-il une possibilité que les choses se passent autrement? Ma perception est que oui, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout la façon dont on imagine les choses, c'est-à-dire soit en disant il faut cesser de se faire peur. Il ne s'agit pas de se faire peur, c'est une réalité. Tout ce dont je viens de parler, ce sont des faits que tout le monde peut constater. Donc ne pas nier la réalité. Mais d'un autre côté, quelle est la solution? Pour comprendre, trouver la solution, il faut vraiment mettre le doigt sur la nature du problème. Le problème, c'est l'ego de l'homme. Nous devons passer à un autre cap, à un autre niveau de conscience. Et si nous ne le faisons pas, nous nous détruisons. C'est cela en réalité. Et donc il est possible que nous arrivions à ce stade où nous allons détruire une grande partie de l'humanité et de la vie sur Terre, et que reviennent d'autres êtres qui vont venir avec un niveau de conscience plus élevé, et que cette aventure se poursuive. Tout cela peut s'inscrire dans l'aventure humaine, en réalité, avec une période de temps où il y aura un grand effacement. Beaucoup d'êtres seront détruits par eux-mêmes. Et l'émergence d'une nouvelle génération peut se faire. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas qu'il faut succomber au pessimisme. Il faut être réaliste. Mais on a le pouvoir de se sauver. On a le pouvoir aussi de sauver la planète. Pour moi, je ne vois qu'une seule solution, c'est l'éveil des consciences. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que tant qu'on restera dirigé par notre ego, un jour ou l'autre, on retombera dans cette course effrénée de toujours plus s'approprier de choses, et finalement aussi de l'affrontement, du conflit, des guerres, de plus en plus destructrices, etc. etc. On n'en sortira pas, car c'est le propre même de l'ego. Il faut donc passer ce cap, il faut donc accepter d'être enfin dirigé par notre conscience. Si on fait cette démarche,
déjà individuellement, alors cela veut dire que on sera sauvé. Cela veut dire que par l'éveil de notre conscience, on pourra parvenir à un autre plan de conscience. On sortira de cette sphère humaine. Et donc ce qui devra se poursuivre concernera ceux qui n'auront pas franchi ce cap. Mais aussi, en se sauvant, ce n'est pas une approche égoïste, c'est laisser cette lumière émerger en nous, elle va se répandre autour de nous. Et de ce fait, elle va aider beaucoup d'autres aussi à éveiller leur propre lumière. Alors, cela peut paraître très improbable parce qu'on peut se dire on est dans une telle situation, il faudrait beaucoup de gens, mais c'est aussi parce qu'on est dans une situation aussi terrible, dramatique, qu'il y a cette possibilité de propagation aussi de la lumière. Si un certain nombre de personnes s'y mettent vraiment, mais il ne faut pas se tromper. Quand je dis il ne faut pas se tromper, il faut sortir de cette doctrine qui consiste à croire que le problème c'est l'autre, qu'il suffit de le remplacer, tout ira bien. Non, le problème c'est l'ego. Et l'ego, il est en chacun de nous. Tant qu'on n'a pas éveillé sa conscience. Dès lors que l'on éveille sa conscience, alors il n'y a plus de possibilité de faire la guerre à qui que ce soit. C'est fini. Nous passons à autre chose. Et si nous le faisons vraiment, nous, chacun de nous, alors cette lumière va se propager autour de nous. Et c'est d'un petit nombre, toujours, que viennent toutes les grandes révolutions. Il est temps de mener cette révolution de l'éveil des consciences pour l'avenir de l'humanité.